Alors, donc effectivement, bon, vous venez d'assister depuis à peu près une heure à un débat entre un astrologue, des astrologues et des personnes qui sont un peu comme ça candides et qui ont des idées sur l'astrologie. On a un peu entendu un peu tous les préjugés qui touchent autour de l'astrologie. À partir de là, est-ce que vous pensez qu'il y a un éclairage, un autre éclairage qui permettrait de faire reconnaître l'astrologie? Parce qu'on a parlé de reconnaissance. Est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître le phénomène astrologique ou du moins de l'intégrer, parce que je crois de le désenclaver le phénomène astrologique, voilà, c'est ça. Peut-on désenclaver l'astrologie à montrer que l'astrologie n'est pas seule dans son cas et qu'elle fait partie d'un ensemble d'objets scientifiques non identifiés ou identifiés, et quels sont les objets auxquels l'astrologie, avec lesquels elle est en affinité, en quelque sorte, en vicinité. Par quel biais peut-on appréhender l'astrologie? Non, mais il n'y a pas d'objets scientifiques et d'objets pas scientifiques, ça n'existe pas. Non, mais justement, quels sont les objets par rapport auxquels on peut les rapprocher? Tous les objets sont scientifiques. D'accord. A priori, je veux dire, c'est pas la science. Non, mais elle peut très bien. N'exclut rien a priori. Non, mais l'astrologie peut-être l'astrologie peut, par exemple, il peut y avoir un problème de communication. L'astrologie pourrait ne pas se présenter sous l'angle qui conviendrait le mieux. C'est un problème en ethnométhodologie, on parle d'accountabilité. Est-ce que l'astrologue a un discours pertinent sur son propre savoir? Il ne s'agit pas de mettre le question en savoir. J'espère pour eux, bon, mais c'est pas la question de savoir si ce savoir est pertinent. La question n'est pas de savoir si ce savoir est pertinent ou non. La question de savoir si ce que disent les astrologues sur leur propre savoir est pertinent. Je suppose, oui, sinon il ferait autre chose. Ah ben non, je crois d'ailleurs ils sont pas tous d'accord sur ce qu'il faut en dire. Donc de toute façon, on peut pas dire que tout ce que disent les astrologues sur l'astrologie est valable ipso facto. Ça serait trop beau. N'est-ce pas, il y aurait une sorte d'harmonie préétablie qui voudrait que chaque fois qu'un astrologue parle de lui, de son art, ça serait vrai. De même que ça n'existe pas, ça. Ah oui, ça existe ici, puisque moi j'en parle. Mais on retrouve en astrologie, là on vient d'avoir à peu près la même histoire que quelque chose qu'on trouve dans les sciences générales. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit que c'est symbolique, quelqu'un dit que c'est des énergies, donc c'est un peu comme le problème de l'inné et de l'acquis dans les sciences sociales. Donc, est-ce que c'est physique? Est-ce qu'il y a des contraintes physiques, ou est-ce que tout ça n'est que du symbolique et du culturel? En fait, personne n'en sait fichtre rien. Tout ce qu'on sait, ce qui est à peu près certain, c'est qu'il y a des liens entre les deux qui sont très très forts. Qu'on ne peut pas vraiment trancher, ni dans un sens ni dans l'autre. De toute façon, il y a des astrologues, et je crois qu'effectivement, je suis pas d'accord avec vous, je pense qu'il y a des astrologues qui n'ont pas une bonne représentation de l'astrologie parce qu'eux-mêmes, ils utilisent des paradigmes qui ne sont pas appropriés à l'astrologie. Il faut oublier que les astrologues, ils sont également partie prenante de la société environnante et que parfois, ils véhiculent à l'intérieur de l'astrologie des schémas qui ne sont pas appropriés. Il ne faut pas imaginer que les astrologues sont forcément la science infuse sur leur propre discipline. Ce serait trop. Approprié à quoi? C'est ça le problème, je ne vois pas trop ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que tout ce que les astrologues tous les paradigmes existants, tous les modèles existants ne sont pas forcément acceptables en astrologie, ou ne sont pas forcément aussi pertinents les uns que les autres pour rendre compte du phénomène astrologique. Non, mais je veux bien. Je suis assez neutre sur cette question. Je pense que entre des positions du genre c'est énergétique, il y aurait des liens. Je n'accuse pas forcément cette notion qui peut paraître la plus folle. Ni de l'autre côté le symbolique, une création humaine, de symboles qui fonctionnent. Oui. Bon, c'est vrai que c'est des positions au regard des sciences sociales, en tout cas, il semble qu'il est beaucoup plus acceptable d'imaginer que l'astrologie soit une création collective qui s'est faite à un certain moment, après un certain niveau de connaissance, et qu'elle a perduré et qu'elle s'est progressivement enracinée, en quelque sorte, quelque part dans notre mode de fonctionnement. Ça ne préjuge ni de l'influence réelle des astres, ni de l'existence de la capacité des hommes à comprendre les astres, mais simplement à se projeter sur eux et à les utiliser, à les instrumentaliser. Ça pose moins de problèmes. Oui, ça pose moins de problèmes, parce que ça pose moins de problèmes que c'est plus intéressant. A priori, quand ça pose beaucoup de problèmes, c'est bien plus intéressant. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui
sont étranges dans le domaine des relations qu'on entretient aux divers objets du monde, y compris les planètes, en relation. Des espèces il y a effectivement des phénomènes qui ne sont pas du tout expliqués. Je trouve que ça peut paraître commode de dire c'est une création humaine et que donc les gens se sont conformés au monde qu'ils ont créé, ce qui paraît relativement logique. Oui. Mais à mon avis, c'est un peu trop simple aussi. C'est un peu se débarrasser du problème, parce qu'il y a un vrai problème, qui est qu'effectivement l'effectivité de phénomènes tout à fait non explicables du point de vue des connaissances qu'on a habituellement dans la science. En fait, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a un risque que l'astrologie soit récupérée pour justement justifier certains autres types de savoirs. Parce que c'est toujours la même chose, on essaie toujours de... oui, c'est-à-dire que finalement, au lieu de dire l'astrologie pourrait tout simplement être la justification d'un certain modèle où les hommes produisent des savoirs et finalement par une sorte de pratique continue qui perdure et qui s'impose, ça finit par devenir une réalité. Bon, vous dites que c'est pas très intéressant et que c'est trop facile. Est-ce que ça n'est pas parce que justement ça vous intéresse de pouvoir utiliser l'astrologie comme fondement d'une autre direction de recherche, qui serait celle c'est vous qui avez employé tout à l'heure le mot de coévolution, je crois. Coévolution, oui. Alors, ça fait partie des phénomènes qu'on peut appeler coévolutifs. Oui. Voilà, donc vous voulez l'intégrer dans cette sphère de la coévolution. Quels sont les autres savoirs qui appartiendraient à cette sphère en dehors de l'astrologie? Il peut y en avoir effectivement énormément. Pratiquement tout ce qui est du domaine de l'anthropologie, effectivement, peut se retrouver dans ce paquet-là. Oui. On a vraiment beaucoup de problèmes en anthropologie pour expliquer les phénomènes qu'on appelle étranges, que je connais relativement bien. Ça marche ? Oui, ça marche. Oui, alors, et donc finalement, oui, c'est ça. Alors, l'étrange... Ce qu'on appelle étrange, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine dit du paranormal, par défaut, parce qu'on n'arrive pas à lui assigner des causes, ce qui à mon avis est probablement une mauvaise piste, parce que je pense pas que a priori je pense pas que ça fasse partie de système de relations causales. Moi, tout à l'heure, je crois, pour ma part, que l'astrologie relève de deux paradigmes totalement différents, j'en ai parlé tout à l'heure. D'un côté, la justification d'un phénomène cyclique, d'un phénomène de processus, de phase, qui lui serait marqué qui serait relativement simple, qui serait un peu ce qu'on appelle en astrologie l'astrologie mondiale, l'astrologie cyclique, et qui lui serait effectivement né d'un certain nombre de conventions sociales, une sorte d'alliance entre l'homme et les astres, l'homme et le ciel. Et puis de l'autre côté, il y a en effet les phénomènes paranormaux, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce qui parle à travers le thème astral, qu'est-ce qui parle à travers l'astrologue, quel est le message, qui est-ce qui parle à travers le langage astrologique, qui est-ce qui agit le langage astrologique. Alors là, il y a trois solutions. Soit c'est une instance et une entité supérieure ou une instance subconsciente qui se sert du langage astrologique parce que c'est un langage commode et parce qu'il y a des gens qui le parlent et que c'est relativement simple de communiquer à travers un langage qui a une formulation graphique. Soit c'est l'astrologue lui-même qui se sert de ce savoir et qui lui considère que le moment de la naissance, par exemple, va être le moment qui va parler, c'est-à-dire qu'il fait parler le moment de la naissance. À ce moment-là, donc c'est un autre concept. La grande question en astrologie, c'est de savoir qui parle à travers l'astrologie, qui parle à travers l'astrologue. Non, parce que vous voyez tout en relation de communication, émetteur-récepteur. Non, dans le deuxième cas de figure, oui. Ou cause à effet. Alors, je pense qu'il faut changer de paradigme. C'est là où effectivement beaucoup de gens se réfèrent à l'univers quantique, parce que bon, il y a effectivement dans l'univers quantique, on a de plus en plus de preuves, disons, de phénomènes de co-occurrence,
de choses qui apparaissent en même temps, des particules liées mais sans qu'elles aient de communication. Et donc il n'y a pas de cause à effet, on ne peut pas dire qu'une particule soit la cause de l'autre, ça n'existe pas. Ouais, je crois que ça appartient tout à fait à la physique quantique. Hein. Parce que tout à l'heure, tu faisais référence à ce mot-là, entanglement. J'ai eu à aborder ce phénomène-là, enfin, par rapport à l'homéopathie. Ah oui, c'est... On emploie aussi ça, ce concept, pour essayer d'expliquer le comportement très curieux des placebos dans la recherche en homéopathie. Hein, parce qu'il se trouve que les placebos, en fait, donnent des résultats encore supérieurs souvent aux produits imprégnés. Alors, donc ça pose évidemment question. Et certains ont proposé cette hypothèse. Et je la trouve effectivement très intéressante pour nous en astrologie aussi. Je pense qu'on est à peu près dans... Enfin, on commence à approcher, à mon avis, on commence à approcher de loin, mais à approcher tout de même, disons, le cadre de l'explication. Moi, je pense aussi, ouais. Il n'y aura probablement pas d'explication rationnelle, hein, au sens de la physique, disons, newtonienne. Hein. Il y aura probablement quelque chose qui fait référence à la physique quantique, hein, bien que je n'ai pas de connaissance dans le domaine. Mais en tout cas, on voit bien que on voit bien en astrologie, quand on est plus ou moins proche, comment dire, de la chose elle-même, ce qui fait qu'on s'en sent proche par rapport au raisonnement, par exemple, hein, qui va amener des résultats vraiment flagrants et même parfois spectaculaires. Une certaine manière de penser qui est très légère, qui n'est pas purement rationnelle, qui n'est pas purement déductive, qui fait appel à l'intuition aussi. L'intuition, elle se manifeste parce que, effectivement, à chaque étape du raisonnement astrologique, il y a plusieurs possibilités et non pas deux simplement. 5, 6, 10, 12. Et pourquoi est-ce qu'on va prendre celle-là plutôt que telle autre? Ce n'est pas purement prédictif, qui est contradictoire. Dans les on n'a pas un résultat quelquefois attendu. Oui, parfois, effectivement, on a des résultats autres que ce que l'on attendait. Ouais. Oui, parce que il est très difficile pour l'esprit humain de concevoir toutes les possibilités de développement d'une situation. On est limité, en fait, par notre incapacité à concevoir l'ensemble des possibilités. Le fait que ce soit, que l'on peut penser, c'est une inspiration venant de l'homme, qui modélise le cosmos par un langage de communication qui n'est pas très défini selon les recherches de cette science. Et on est encore avide de recherche, du fait qu'il y a un problème de satisfaction au niveau de cette science, de l'astrologie. Problème de satisfaction. Mais par exemple, regardez, on pourrait renverser le problème en disant, est-ce que l'humanité actuelle fonctionne rationnellement? Regardez, par exemple, nous avons actuellement des élections. Oui. Nous avons actuellement des élections. Est-ce que la date des élections a été choisie sur des bases scientifiques? Non. Est-ce que le rythme de la durée des mandats a été choisi de manière scientifique? Et pourtant, nous travaillons sur cette base-là. Donc, c'est une convention. Oui, mais le problème, c'est que malgré tout, et ça c'est mon argument, malgré tout, l'humanité, par ce système démocratique de mandats qui ont une certaine durée, elle s'inscrit dans une cyclicité. Elle constitue une cyclicité. Mais voilà, elle constitue une cyclicité, elle veut se constituer en cyclicité, c'est-à-dire qu'elle se dit, voilà, il y a une périodicité, il y a des choses qui reviennent, et tous les 4 ans, ou tous les 7 ans, ou tous les 5 ans, on fait certaines choses. Mais la Terre même qui veut ce phénomène, puisque oui. Le monde est... Mais le problème, c'est qu'elles sont comme... Oui, mais le problème, c'est que malheureusement, cette cyclicité que constituent les différentes constitutions politiques ne s'appuie sur aucun fondement scientifique. Alors que
alors que peut-être, probablement, à mon avis, alors que il y aurait peut-être des disciplines cyclologiques qui pourraient asseoir ce besoin de périodicité et de cyclicité en politique sur des bases plus solides. Ben, nous en parlerons. Pas dans le domaine astrologique. Nous en parlerons au président Pas dans élu le ce domaine soir. astrologique. Voyez-vous, donc on peut renvoyer la balle, voyez-vous. On peut renvoyer la balle en disant tout. Et d'ailleurs, c'est aussi une question que je pose à l'astrologue. 27 jours, on va faire des élections. Voyez-vous, donc finalement, scientificité, est-ce que nous vivons dans un monde si scientifique que ça? Les dates des élections et les cycles sont pseudo-scientifiques, sont typiquement du pseudo-scientifique. C'est-à-dire que on emploie un langage scientifique, parce que périodicité, détermination de... Je suis sûr que si des extraterrestres débarquaient aujourd'hui, et qu'ils disaient, voilà, vous avez fixé la date à tel moment, et ils demandaient, mais comment vous l'avez fixé? Et qu'on leur répondait, oh ben c'est comme ça, ils diraient, mais vous êtes complètement tarés. C'est-à-dire que, non mais je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Effectivement, donc, vous vivez dans un monde scientifique, vous vous présentez être au fait des sciences de l'homme, des sciences physiques, et quand vous êtes en train de gérer votre espace, votre temps social, votre cyclicité sociale, vous le faites n'importe comment et à n'importe quel... Ça s'est passé, en fait, les élections ont été fixées par rapport à la mort du président Georges Pompidou. Voilà, exactement. Il est mort, autant que je me souviens... En 74. En 74, mais il est mort peut-être au mois de mars. Oui, c'est ça. Normalement, il n'a pas terminé son mandat. Il avait été élu en 69, il aurait dû terminer son mandat en 76. Et donc, comme effectivement il est mort plus tôt, eh bien ça a enclenché le point gamma, des 7 ans de la moment de sa mort. Il a fallu 2 mois pour c'est préparer loufoque. les élections présidentielles. Il y a eu la présidence par intérim Alain Poher, qui est le président du Sénat. Oui. Donc, Vous n'étiez pas né à l'époque. C'est un peu comme Gaston de Monerville. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voyez-vous, Monsieur Lustig a raison, mais même s'il n'était pas mort, de toute façon, on serait parti de quoi? On serait parti de l'année 58, on serait parti de l'arrivée de Gaulle au pouvoir, et à partir de ce moment de 58, à partir du moment où on fixe la date un cycle de 7 ans, tous les 7 ans, on aurait eu une élection. Mais ça aurait été encore aussi bizarre de toute façon. Je ne sais pas quand est-ce qu'ont eu lieu les élections présidentielles 65, je sais pas. En décembre. C'était en décembre? Oui. Donc effectivement oui, parce qu'il a été élu fin 58 de Gaulle. Ben, c'est ça. Alors. Voilà. Fin 58, fin 65. Ensuite effectivement, lui il a démissionné. Faut pas oublier que ça aussi ça a mis fin. Ça a cassé le système. Ben oui, c'est ça. Il a démissionné. C'est peut-être ça qui a mis et c'est ça. Il n'y a pas que la mort de Pompidou. Il y a les démissions de Gaulle en 69 après les référendums. Donc ça a déjà cassé le système. Ça a cassé le système. Et on a élu quelqu'un. Et encore une fois, ça a cassé le système parce que le type est mort. Donc voyez-vous, regardez sur quelle base. Personne ne l'a écrit ça. Sur quelle base nous sommes en train d'attendre aujourd'hui cette élection. C'est complètement fantaisiste. Qui se joue avec sous l'aspect de carré du Soleil et Saturne. Non mais ça c'est encore notre problème. Mais c'est effectivement. Alors la question que je pose à nos amis, à notre ami Didier Lustig et peut-être à Jean-Marc Lepère, c'est de savoir si l'astrologue a le droit, en quelque sorte, de dire à quel moment les élections devraient avoir lieu, ou est-ce qu'il doit se conformer simplement à ce qui se passe réellement et ce que les hommes ont établi. Voyez-vous, ce décalage entre la réalité telle qu'elle s'offre à nous, telle qu'elle est constituée par nous, et le droit, du fait de ce recul, du fait de cette ancienneté, de dire, finalement, c'est pas le bon moment. Ça pose d'ailleurs le problème de l'astrologie d'élection. Vous savez, l'astrologue qui a le droit de choisir le bon moment pour faire les choses et qui n'est pas toujours censé valider ou entériner cosmiquement ce que les hommes ont fait ou ce que les hommes ont dit. Tout à fait. Alors, y a-t-il une réponse? Je ne sais pas. Non, disons qu'il est clair que pour moi, une société idéale serait une société qui se conformerait davantage à la doctrine astrologique, oui. Oui, mais la doctrine astrologique, mon cher Didier, vous le savez très bien, elle est devenue tellement pléthorique, elle est devenue tellement complexe, qu'on n'arrive même pas à savoir ce que c'est que cette doctrine astrologique. Mais non, parce qu'elle est tellement
souple, elle est tellement adaptable, elle est tellement en phase avec tout ce qui se produit à chaque instant, que moi quand je demande à des astrologues qu'est-ce que serait la doctrine astrologique, ils ne savent pas quoi répondre, parce que pour eux, l'astrologie, elle est justement en osmose avec tout ce qui arrive. Elle n'a pas de recul. Elle peut plus prendre de recul, l'astrologie actuelle. Qu'est-ce que c'est? Là, je vous ai un peu piégé, en tout cas, je voudrais savoir, qu'est-ce que c'est que cette doctrine astrologique qui nous dirait à quel moment faire les choses, alors que justement, elle n'a jamais, depuis des années, fait autre chose que d'essayer d'être constamment, c'est d'ailleurs une façon de se faire reconnaître, constamment en train d'être validée par ce qui se produit. Est-ce qu'elle a suffisamment d'énergie pour pouvoir affirmer sa spécificité, alors qu'apparemment elle cherche surtout à être validée par ce qui arrive? Ben, écoutez, en tout C'est un cas, dilemme, ça. Je comprends bien, mais en fait, là, on peut l'utiliser dans les deux sens, au sens actif et au sens passif. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on pratique l'astrologie d'élection, donc c'est qu'on est convaincu qu'il peut y avoir une astrologie effectivement active, au sens où elle permet aux choses, en tout cas, de se conformer à un certain ordre. Il y a deux philosophies qui s'opposent, là. Voilà, deux philosophies qui s'opposent. Elles s'opposent, oui et non. À partir du moment où on étudie le thème de naissance de quelqu'un, eh bien, évidemment, on n'a pas précisé à la naissance de ce quelqu'un. Non, on étudie. Ah, voyez-vous. Donc là, l'astrologue on pratique pas l'astrologie d'élection pour le moment de la naissance. Voilà, c'est ça. Et par contre, on peut la pratiquer. Oui. On peut la pratiquer, mais disons pour le reste. Oui. Pour le reste, moi, ce que j'aime beaucoup faire dans ma pratique, notamment lorsque il y a des enjeux qui, aux yeux des consultants, sont importants, notamment professionnels, ce que je conseille beaucoup, c'est le déplacement pour l'anniversaire. Ah bah oui, le fameux RS, oui. Voilà, alors j'appelle ça le voyage anniversaire. Alors ça va nous amuser, ça, effectivement, oui. Et comment dire, j'ai des tas d'exemples. On va changer, d'ailleurs c'est tout le problème de ce qu'on appelle la prévention astrologique. Voilà, l'astrologue ayant la connaissance de certaines lignes qui se présentent, va permettre à son client de neutraliser ou de se protéger ou de parer à certains coups des astres. Exactement. Soit en se déplaçant, en changeant de lieu de vie, au moment où les astres agissent, parce que les astres n'agissent pas de la même façon selon les lieux où on vit. Donc en changeant la latitude et la longitude, vous allez modifier, vous allez faire que par exemple telle planète, au lieu d'agir sur le domaine de l'argent, va agir sur le domaine des frères et sœurs, ou je sais pas quoi. Exactement. Comme ça, ça sera les frères et sœurs qui vont se payer les problèmes et pas la bourse. Ah bon, retournement aussi. Le retournement aussi. C'est-à-dire ça peut être retourné sur un voyage. Il y avait aussi à une époque, les astrologues inventaient des amulettes et des talismans qu'ils donnaient à leurs clients pour justement se protéger. Mais cette dimension A de prévention et cette dimension d'élection, elles ont beaucoup décliné par rapport à une pratique astrologique dure et passive. Où effectivement on veut valider l'astrologie et donc il n'est ni question de prévenir quoi que ce soit, ni question de dire qu'il faut faire les choses à un autre moment. Il s'agit au contraire de laisser les choses suivre leur cours de façon à ce qu'on puisse vérifier l'astrologie. Exactement. Parce que le paradoxe, c'est le complexe de Jonas. Jonas fait une prophétie et en fin de compte, cette prophétie, elle va pas avoir lieu parce que justement on en aura tenu compte. On aura tenu compte de l'avertissement. Donc Dieu, les habitants de Ninive se réforment, enfin disons qu'ils font ce qu'il faut, et les catastrophes qui leur sont promises n'auront pas lieu. Eh bien ça c'est le cauchemar de l'astrologue actuel. C'est-à-dire qu'il annonce quelque chose, les gens font ce qu'il faut pour s'en protéger, et à ce moment-là l'astrologie se retrouve le bec dans l'eau parce que ce qu'elle a annoncé ne se produit pas. Et ça c'est une espèce de cauchemar qui n'arrive pas à gérer. Oui, non, mais... Comment a-t-il fait pour conduire Pharaon dans le domaine astrologique? Et voulait éprouver Pharaon par tout le monde. Mais vous savez, il y a la notion de miracle astrologique. Moi, j'en ai parlé dans un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Le monde juif et l'astrologie. Le miracle astrologique, qu'est-ce que c'est qu'un miracle? Un miracle, c'est quand une loi ne se produit pas, ne s'applique pas. Le miracle astrologique, c'est que si vous croyez à l'astrologie, eh bien, vous allez faire un miracle en faisant que ce que l'astrologie annonce n'ait pas lieu. Donc, si moi j'annonce quelque chose et que ça n'a pas lieu, j'ai fait un miracle. Et l'histoire de Pharaon a été accomplie finalement. Il a éprouvé dans toute la création pour montrer sa force, pour démontrer sa force. Oui, mais enfin, malgré tout, Moïse a fait des miracles. Sa force était astrologique. Et c'est d'ailleurs cette question alors, que je ne vais pas aborder. Tout ça, est-ce que c'est pas parce que l'astrologie veut se démarquer du magique
Comment? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, actuellement, je pense à l'AFDAF et à nos amis à tous les astrologues qui font des codes de déontologie. L'astrologue qui ferait une annonce en disant si vous faites ceci ou cela, ça ne se produira pas, c'est considéré aujourd'hui comme détestable. C'est de la magie. Non, plus que ça. C'est du genre, je vais vous faire payer, vous allez me donner une certaine somme d'argent, et comme ça n'aura pas lieu. C'est de l'escroquerie. Oui, mais le problème, c'est peut-être de l'escroquerie, mais n'empêche que c'est un problème, parce qu'effectivement, c'est un problème, parce que l'astrologue aussi a comme le droit aussi d'essayer d'empêcher que quelque chose ait lieu. Moi, je fais ça. Mais en même temps, Je fais beaucoup ça. c'est vrai que c'est mal vu. Parce qu'effectivement, ça s'assimile à la magie. Je crois qu'il faudrait réhabiliter la magie astrologique. Ah ben oui, alors, alors c'est assez amusant de voir que les Est-ce que gens... c'est destructeur à l'homme? D'ailleurs, en plus, quand on dit par exemple, que les hommes, le pouvoir créatif de l'homme, et puis, je crois qu'un grand problème aujourd'hui, c'est qu'on minimise le pouvoir créatif de l'homme, la pensée créative de l'homme. On ne veut pas que les hommes aient pu créer l'astrologie, parce que l'astrologie, l'être humain n'est pas capable de créer une chose aussi importante. On voudrait que l'homme ne soit pas capable de prévenir un événement, d'empêcher que les choses aient lieu parce qu'il n'est pas capable. Donc finalement, c'est une espèce d'anti-humanisme d'une certaine manière qui fausse l'appréhension du phénomène astrologique. Et moi, je suis au contraire pour revaloriser la capacité de l'homme à créer le monde tel qu'il entend, à inventer le monde tel qu'il entend. Et je pense aussi que l'astrologue doit être capable, d'une certaine manière, de considérer les astres comme une menace éventuellement ou un avertissement ou un message, mais il doit pouvoir prévoir, c'est savoir se préparer et empêcher que ce qui pourrait avoir lieu se prépare. Ce qui pose d'ailleurs le problème, c'est que dans le Talmud, par exemple, la question c'est que quand c'est quelque chose de bon qui est annoncé, il n'y a pas de raison de le neutraliser. Oui, voilà. Mais quand c'est mauvais, il faut faire attention. Donc là, on retombe dans un manichéisme astrologique qui existe d'ailleurs dans le langage astrologique. C'est évidemment que le bon, s'il est prévu que vous avez avoir des enfants, on va pas faire en sorte que vous n'en ayez pas. Mais par contre, s'il est prévu que vous n'en avez pas, on va faire en sorte que vous en ayez. Voyez-vous ? Donc finalement, l'astrologue est quand même obligé d'être dans un rapport du bien et du mal, de ce qui est désirable et de ce qui n'est pas désirable. Parce que c'est vrai que d'une façon générale, les gens et moi-même, on préfère ce qui est bien à ce qui est mauvais. C'est bizarre. Mais ça fait partie de la nature humaine. Donc quand l'astrologue annonce quelque chose de mauvais, il devrait être capable d'aider son client à l'éviter. Ben oui, absolument. C'est ce que je m'efforce de faire. Eh bien, il y a beaucoup d'astrologues qui aujourd'hui, je crois que vous êtes un petit peu en avance ou en décalage par rapport à beaucoup d'astrologues d'aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, au nom justement de la scientificité, il faudrait absolument que la loi astrologique soit absolument imparable et qu'elle ne puisse absolument pas être empêchée et que l'astrologue soit d'une neutralité totale par rapport à cette loi. Si Roger Eke était là, il irait dans ce sens-là, je vous préviens tout de suite. Lui, c'est l'avocat d'une astrologie pure et dure et qui ne doit en aucune façon, et qui ne peut en aucune façon être enrayé, puisque même ce qui est enrayé est déjà écrit, en quelque sorte. Oui, aménager en quelque sorte les victimes psychologiques. Pardon ? Aménager en quelque sorte les victimes psychologiques. Vous pouvez traduire en français ? C'est-à-dire aménager ceux qui sont victimes de ce phénomène. Oui. C'est d'ailleurs amortir. Concrétiser le bien avant de... Oui, bien sûr, aménager, c'est-à-dire protéger, vous voulez dire, ou préparer. Oui. Oui. C'est le domaine de la parapsychologie. C'est pas purement prédictif. C'est pour ça que j'emploie, dans le thème du colloque qui aura lieu dans un mois exactement, j'ai parlé de l'art du prévoir. C'est-à-dire, quelle est la place de l'astrologie dans l'art du prévoir ? Et effectivement, l'astrologue, pour moi, ce n'est pas simplement quelqu'un qui pratique l'astrologie, c'est quelqu'un qui pratique l'art du prévoir, et dans l'art du prévoir, il y a l'astrologie, mais il y a aussi tout ce qui existe autour de... Ça pose quantité de questions. Ce sont les historiens, les astrologues. J'avais quelqu'un que je connaissais, qui s'appelle Edmond Rosemont. Je n'ai jamais cru en lui, et il est astrologue, et s'il est invité aujourd'hui, il est médium aussi, il est devenu un grand pasteur. Et il aurait intervenu. Et vous auriez dû le faire venir. Le discours sur ce thème-là. Moi, j'essaie d'une façon générale de bien faire la séparation de l'astrologique, par exemple, avec le religieux. Ça,
le moins possible. Parce que je me rappelle, il y a très longtemps de ça, il y a peut-être en 1988 ou 89, c'était au début de ma pratique professionnelle, j'étais tombé, bien sûr, dans la Bible, sur un passage de l'Ecclésiaste, dans lequel l'astrologie est formellement condamnée. Interdit même. Pas dans l'Ecclésiaste, non. Oui, Vous croyez? c'est interdit. Ah ouais. Dans l'Ecclésiaste, on dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, Ouais, c'est non, ça. mais alors, Mais bon. c'est vrai que c'est dans le Lévitique. Enfin, bon. Et alors donc, Deutéronome aussi. Oui. Deutéronome aussi. j'avais À l'époque, on été extrêmement choqué de ça, et je m'étais dit, mon Dieu, mais alors, c'est que depuis des années, finalement, Oui, vous êtes dans le péché. je suis dans le péché. Enfin, et alors je me suis dit, bon, ne prenons pas ça Trop à cœur. Voilà, trop à cœur, et nous verrons bien demain matin. Alors je suis allé me coucher, et puis le lendemain matin, j'ai dit, oh bah écoute, entre Prenez. finalement cette passion, pour moi c'est une passion, cette passion des astres, et cette phrase sans laquelle j'ai vécu quand même pendant fort longtemps, eh bien je choisis ma passion des astres. Donc j'ai refermé le bouquin et il m'a plus jamais embêté. Enfin, je voudrais quand même préciser qu'il y a un problème de traduction qui se pose. Il n'est pas certain que ça vise l'astrologie. Si vous ne voulez pas que c'est quand même traduit de l'hébreu. Et que, les termes qui sont utilisés oui, ne c'est sont ça. pas forcément correctement traduits. Ah, tout à fait. C'est plutôt Hébreu puis grec. Voilà, puis donc on ne français. sait pas exactement ce qui est visé. Oui, en fait. voilà. Je vous le dis tout de suite pour vous rassurer. Merci. On ne sait pas tout à fait ce qui est visé. Et certains ont traduit de manière un peu trop directement l'astrologie parce que ça les intéressait, mais en fin de compte, c'est pas forcément l'astrologie qui est visée, mais certainement les formes de divination en général. Mais ce que je voudrais dire, moi j'ai tendance à vouloir banaliser le phénomène astrologique. Parce que tu... C'est-à-dire que j'ai tendance à dire que nous sommes tous des astrologues, en fait. Nous sommes tous censés savoir comment les choses vont se présenter. Nous sommes tous censés nous organiser pour que les choses se fassent comme nous le voulons. Idéalement, Et ce n'est que justement parce que nous n'y arrivons pas que nous allons voir l'astrologue. Voyez-vous ? C'est-à-dire que l'astrologue, ce n'est pas quelqu'un qui va nous introduire dans le monde de la prévision. Parce que nous, dans la prévision, nous y sommes. Il va simplement nous aider dans une sorte de traumatisme prévisionnel. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous avons perdu un peu les pédales, nous n'arrivons plus à bien prévoir, nous n'arrivons plus à voir un peu comment les choses vont se passer, nous ne comprenons plus les réactions de notre entourage, et à ce moment-là, donc nous sommes dans une crise prévisionnelle, nous sommes dans un mal prévoir ou un mal du prévoir, et donc l'astrologue vient pour nous aider à nous sortir de cette crise, de cette manque de confiance en nous. C'est-à-dire que tout d'un coup, les choses ne se passent plus comme nous l'espérons. Parce que tout simplement, il va mettre en évidence des facteurs de causalité que le sujet n'est pas capable d'appréhender. Attendez, moi je ne suis pas... Alors, attendez, je ne suis pas... Non, parce que justement, si vous dites ça, ça veut dire qu'à la limite, sans l'astrologie, le sujet ne pourrait pas se débrouiller. Or, on est en train de dire le contraire, on est en train de dire que le sujet, la plupart des hommes, des êtres humains fonctionnent bien, et que tout d'un coup, certaines personnes fonctionnent moins bien. Ah oui. Donc, ce sujet-là, pourquoi les éléments qui manquent à ce sujet qui vient vous voir, c'est pas l'astrologie, puisque les autres personnes le font sans l'astrologie. Non, mais l'astrologie est un moyen simplement de mettre en évidence des facteurs qui ne sont pas astrologiques. Ah oui, d'accord. Moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Ah oui, bon. C'est-à-dire que j'explique aux gens. Alors, les gens, par exemple, me disent voilà, j'ai tel projet, voilà les arguments pour mon projet. Ces arguments, je les retrouve dans le thème. Hein. Et puis j'en trouve d'autres qui vont contre, qui sont des contre-arguments. Je dis mais oui, mais avez-vous pensé à ceci? Et avez-vous pensé à cela? Ah non, je pensais que. Je dis mais non, vous ne pensez pas bien parce que. Et bon, et là, c'est là que je leur montre qu'il y a un certain nombre de facteurs qu'ils n'ont pas su, parce qu'ils sont peut-être dans une période difficile, ou parce que tout simplement ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas appréhender par eux-mêmes, hein, qu'il y a des facteurs donc qui vont aller à l'inverse de leur projet. Oui. Mais finalement, monsieur Lustig, de point de vue déontologique, bon, une fois que vous êtes intervenu, Oui. moi je distingue un peu le chirurgien et le médecin. Bon, sur le moment, il peut y avoir un besoin urgent d'intervention. Oui. Bon, d'accord. Donc à ce moment-là, on fait effectivement une intervention assez lourde. Mais après, la personne, comment est-ce qu'elle va fonctionner après? Comment elle va continuer? Est-ce que vous allez la remettre dans le circuit normal de la prévision, c'est-à-dire sans l'astrologie, ou est-ce qu'elle va être à vie obligée de se servir de l'astrologie pour s'en sortir? Non. C'est-à-dire, est-ce que vous allez fidéliser votre client ou est-ce que vous allez faire en sorte de moi, ce que j'avais l'autre jour discuté, de la rééduquer? C'est-à-dire que vous avez par exemple, je me casse une jambe.
imaginons c'est un point symbolique, se casser une jambe comme quelqu'un qui tout d'un coup n'arrive plus à ses fins. Bon, je vais voir quelqu'un qui me rétablit ma jambe ou qui me sort de mon pétrin immédiat. Mais à un moment donné, je dois le rééduquer, c'est-à-dire que je dois lui redonner les possibilités normales de fonctionnement. Et à ce moment-là, il faudra encore que l'astrologue soit capable de conseiller son client, oui, parce que non seulement en le rendant dépendant, mais en lui donnant les moyens de s'en sortir. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure d'un projet qui ne pouvait aboutir sans la prise de conscience d'un certain facteur. Ce certain facteur, en astrologie, il est symbolisé par une planète, par un aspect. Enfin, par une certaine configuration, on va dire. Mais cette configuration qui appartient au sujet, qui appartient à son thème de naissance, va prendre quantité de formes événementielles différentes tout au long de sa vie. Donc, le travail de l'astrologue, justement, ce travail d'éducateur ou de rééducateur plus exactement, comme tu l'as dit, consiste à faire toucher du doigt la nature profonde de ce qu'il n'a pas pu voir. Pas simplement sous cette forme particulière qui se joue au moment de l'événement, mais sous les différentes formes que cette énergie a pu incorporer dans le passé du sujet, et puis justement l'habituer à la reconnaître pour qu'il puisse en avoir davantage la maîtrise pour la suite. Mais qu'il ne faudrait pas, justement, de ce point de vue-là, au-delà de la première consultation, avoir un suivi. J'ai un certain nombre de clients, effectivement, qui viennent régulièrement pour cette raison-là. Oui, mais est-ce que... Bon, alors, effectivement, donc, finalement, on revient à la question, est-ce que l'astrologue connaît bien la problématique de la prévision? En dehors de l'astrologie, je veux dire. Qu'est-ce que c'est que prévoir? Quelles sont les erreurs de prévision qu'on peut commettre? Qu'est-ce qui fait que des gens prévoient mal? Qu'est-ce qui fait que les choses ne se passent pas comme prévu? Moi, je crois que l'astrologue devrait disposer d'une science du prévoir au-delà de sa connaissance proprement astrologique et technique. Puisque c'est de cela dont il va savoir, c'est cela qu'il va devoir lui recommuniquer et réapprendre à son client. Il est bien évident que la prévision astrologique, donc qui se base sur des techniques, ne peut jamais être coupée, jamais être séparée de la pratique existentielle. Alors non seulement de la sienne propre, non seulement de la connaissance que nous avons de la vie par notre propre expérience, mais surtout, je parle pour moi, de ce que j'ai pu retenir, saisir, comprendre de la vie des gens. Parce qu'effectivement, quand on a vu comme ça des milliers de personnes dans leur dynamique de vie, eh bien, on finit par en avoir une certaine connaissance intime, se dire, là, cette personne, elle a tel type de tempérament, elle est dans tel type de situation, ça correspond bien, évidemment, à ce qui est écrit dans les astres. Eh bien, compte tenu de tout ce que je sais, la probabilité, elle est plutôt dans telle direction que dans telle autre. Oui, et donc vous pensez que je crois, donc par exemple, est-ce que vous prévoyez bien les choses dans votre vie? Est-ce que vous êtes bien organisé? Est-ce que les choses se passent comme vous le voulez? Est-ce que vous êtes prévoyant? Est-ce que vous prenez les précautions nécessaires? Est-ce que vous êtes assez prudent? Parce que justement, finalement, ce bagage personnel que vous devez avoir, est-ce que ce n'est pas est-ce que moi, par exemple, je vais aller, en tant que client, je vais aller voir un astrologue dont je sais qu'il est très, très imprévoyant et très imprudent et qu'il ne prend pas les précautions et qu'il lui arrive toujours des choses qu'il n'a pas voulu faire ou prévues, ce ne serait pas une très bonne image. Alors, oui, c'est une excellente question. Bien sûr, je me sers de tout cela pour la conduite de ma vie. De tout ça, c'est-à-dire? De tout ce bagage dont nous venons de parler. Pas seulement l'astrologie, c'est ça? Pas seulement l'astrologie, mais enfin aussi l'astrologie. Mais disons que je ne suis pas un très bon client pour moi-même. Je ne me consulte pas très souvent. Et puis j'ai beaucoup de difficultés à faire... Comment? C'est une peur. Non, c'est difficile. Non, mais la difficulté, c'est d'être objectif, c'est-à-dire se détacher du but. Comment tu fais pour expliquer ton travail, rassurer le client, puisque tu ne te consultes pas toi-même? Mais ils ne sont pas censés le savoir. Oui, mais c'est le savoir qui est
Non, mais ça, au en niveau, général, au niveau de l'esprit. en général, par exemple, le médecin ne se soigne pas lui-même et il ne soigne pas ses proches. Ben oui, écoutez, quelqu'un qui répare des bras cassés, il n'a pas le bras cassé en permanence. On est Voilà. toujours à veille. C'est-à-dire que- Heureusement. C'est une science prévisionnelle. Oui, mais enfin, je veux dire, on n'est pas Oui, censé. c'est très difficile. C'est quand même, on est quand même. Moi, je suis obligé d'employer un mot un peu dur. On est quand même dans le pathologique quelque part. C'est d'abord soi. On est dans le pathologique. On a affaire à des gens qui ont une souffrance, qui ont une difficulté. Et on n'est pas censé, le médecin qui soigne le cancer n'est pas obligé d'avoir le cancer. Ben oui, voilà. Mais il a étudié les faits. Et oui, ben Au moi niveau de j'étudie. l'esprit. Non mais alors, est-ce que je mène une Ne vie pas se très consulter prudente? soi-même. J'évite, je pense, jusque-là, les grosses erreurs, dans la mesure où je me connais à travers mon thème, je sais quelles sont mes qualités et mes faiblesses, et puis bon, maintenant, effectivement, les échecs, c'est que je n'ai pas obtenu tout ce que je voulais. Mais c'est lié aussi à Vous mon n'avez pas caractère. fait par exemple une carrière de concertiste comme vous auriez pu le faire. Alors ça, c'était une histoire de choix. Ça a été une histoire de choix quelque part que j'ai réglé avec l'astrologie. Je lançais ça comme ça, hein, de toute façon. Et c'est une excellente question parce qu'elle me tourmente depuis 30 ans. Et pour que l'astrologie n'a pas apporté la thérapie nécessaire pour enrayer le tourment. Mais parce qu'il faut se... Comment dire il faut se tourmenter. Quelqu'un qui n'est pas tourmenté, c'est quelqu'un... je veux dire, l'angoisse est créatrice. Hein. Je veux dire, si on ne se tourmente pas un peu, Voilà. si on ne se pose pas de questions, si on ne se pose pas de questions, on vit comme une plante. Mais là, la question de Francette est tout à fait typique, excusez-moi, d'aborder un sujet qui m'est cher, c'est le rapport des hommes et des femmes. Hein. C'est-à-dire que vous savez peut-être que dans les cours d'astrologie, dans les séminaires d'astrologie, on a quand même 90% de femmes souvent. Hein. Ah, 80%. Alors donc si vous voulez, quelque part, les femmes et les hommes n'ont pas forcément le même rapport à cette problématique prévisionnelle. Et comme vous dites vous-même, parfois prévoir, c'est une tourmente. C'est effectivement, ça peut être fatigant. Ça veut dire prendre des précautions qui finalement s'avéreront inutiles. Oui. Ça veut dire après avoir s'être préparé à des choses qui ne se produiront pas. Et pour dans certains cas, un certain regard dit, eh bien, le proverbe prévenir que guérir, moi je préfère guérir, certaines personnes diront. Les femmes préfèrent souvent attendre que le phénomène se réalise réellement pour réagir, plutôt que de se casser la tête à prévoir des tas de choses qui n'auront pas lieu, voyez-vous. Et donc d'une certaine manière, je crois que les hommes et les femmes n'ont pas du tout le même rapport à la prévision, au futur, aux énergies, à l'énergie à dépenser pour se préparer, pour pallier, pour parer un incident qui pourrait produire. Et souvent, elles regardent cette activité masculine comme vaine, comme disproportionnée. Par exemple, il y a des gens qui vont dépenser des centaines d'euros pour des assurances qui ne correspondent jamais à rien et qui vont donc affecter leur présent pour préparer des trucs qui n'auront peut-être jamais lieu. C'est quelle garantie? Comment prévenir un sujet si soi-même est affecté de ce problème? Non, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand on prend une assurance pour les incendies, on ne prévoit pas qu'on va avoir un incendie. On dit simplement qu'on pourrait en avoir un et que si on en a un, ça va se produire. Donc c'est ça le problème. Il y a une énergie. Ce que j'appelle on est dans le virtuel. C'est-à-dire qu'on prévoit tout un ensemble de situations qui n'ont pas lieu, mais qui pourront avoir lieu. C'est une différence entre le risque. Mais la vocation n'est pas d'organisation. Organiser, Oui. Ça peut arriver que... appréhender tel phénomène. Oui. Et à partir de là... Si on faisait une petite pause, Voilà. il est temps de faire une pause. Parce que nous allons de toute façon passer à autre chose. Vous pouvez nous donner le mot de la fin ou la synthèse, même éventuellement de ce qui a été Le dit. mot de la fin. Non, mais faites un peu une sorte de conclusion de notre débat. C'est le biais de la psychologie. Conclusion Parler de très notre franchement. Je crois qu'on a abordé des sujets quand même assez divers. Qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce qui manque? Barbara devait venir. Je sais pas, c'était tellement divers, justement, je vois pas trop une conclusion générale. Non, il y a un champ de recherche, il y a des choses intéressantes à chercher, sûrement. Hein. C'est ouvert. C'est ouvert. Mais on peut pas conclure. puisque vous avez participé, bon, disons pour prendre un problème de manière plus historique, c'est-à-dire vous-même vous avez travaillé dans un département universitaire d'ethnologie, d'ethnométhodologie.
beaucoup de mémoires ont été soutenues dans le cadre de l'équipe à laquelle vous apparteniez, qui était dirigée par Yves Le Serre notamment. Moi-même, j'ai fait un DESS avec Yves Le Serre. Yves Lenoble a fait un DESS avec Yves Le Serre. Hubert Brun aussi a travaillé avec Yves Le Serre. Robert Amadou a enseigné avec Yves Le Serre. Oui. Il y a eu Annie Joly aussi, qui est de la SFA, qui a travaillé aussi dans ce cadre. Donc finalement, est-ce que quand même quelque part, il y a eu grâce à cela une présence un peu des études concernant la divination, l'astrologie au sein de l'université? Comment ça s'est passé? Apparemment, ça s'est terminé. Oui, le département a disparu. Et pourquoi ça a disparu? Parce que l'université n'en voulait plus. Pourquoi elle n'en voulait plus? Non, mais je veux dire, est-ce que ça a un rapport avec le sujet lui-même? Non, ça n'a pas rapport directement avec la divination et l'astrologie, ça a rapport avec un ensemble de choses. Quels ont été les arguments qui ont été avancés officiellement? Il n'y a pas eu c'était jamais articulé sur le... Vous croyez qu'il faut des arguments pour détruire... Non, même si ce sont des faux arguments. Non, il n'y a pas d'arguments, il n'y a pas besoin d'arguments. En tout cas, vous avez produit des dizaines et des dizaines de mémoires, qui étaient dans une certaine mouvance. Quels sont les problèmes qui étaient récurrents dans ces mémoires, et les jurys, comment est-ce qu'ils appréciaient la valeur des travaux qui étaient fournis? Question. C'est une sorte de bilan, un bilan universitaire à Paris 7 et Paris 8. Je ne peux pas vraiment faire de bilan parce que j'ai pas... Vous avez assisté à beaucoup de thèses de soutenance de mémoire. Pas tant que ça, je suis arrivé assez tard. Oui. Non, j'ai pas vraiment connu beaucoup de... Il y avait notamment la notion de savoir paria qui était développée à un moment donné. Ça, à un moment, il y a un tas de notions, mais enfin, qui n'étaient pas... Ce sont plus des notions de sociologie qu'autre chose. Bon, c'est jamais été très très clair le rapport à la divination, à l'astrologie, etc. Au moins à l'époque classique, disons, de ce département, c'était pas très très clair. Ouais. Peu à peu, ça a changé. Bon, il y a des gens qui sont devenus des sorciers, des chamans, qui ont été initiés, donc pour faire un nombre de choses. Donc à ce moment-là, effectivement, ça s'est clarifié d'une certaine manière. Mais c'est aussi devenu disons que les études n'étaient plus masquées. Bon, les gens, on avait des gens qui revenaient d'Amazonie en disant je l'ai fait, ça marche, et qui n'étaient plus dans une démarche, on pourrait bien dire que, pourquoi pas que, on prononce ça avec des pincettes. Il y a une dérive en fait. Non, pas une dérive, c'est pas une dérive, non, je ne considère pas ça comme une dérive, non. Ils étaient trop impliqués Non, il y a des gens commençaient à s'impliquer réellement, c'est-à-dire à ne plus faire semblant, de certaine manière, parce que bon, c'est évident que des gens comme Yves Le Serre croyaient dur comme fer à l'astrologie, c'était astrologue lui-même et même assez bon. Et d'ailleurs, il a un fils qui est aussi astrologue. Bah oui, bien entendu, mais enfin bon, il avait toujours eu un discours du genre, comme si on ne pas y croire, c'est des superstitions, mais on le fait quand même, parce que c'est amusant pour la science. Il a un truc assez hypocrite, disons, oui. Défensif par rapport à l'institution. Bon, mais cette barrière-là, cette barrière défensive a volé en éclats. À partir d'un moment, les gens se sont vraiment mis à faire des choses, à y croire, à les faire fonctionner. Et ça a mal passé, quelque part? Je pense que ça... Oui, probablement ça a mal passé, oui, par rapport aux institutions, oui. Et qu'est-ce que vous pensez justement du phénomène Elisabeth Tessier, justement, qui a fait scandale dans le milieu des sciences humaines, des sciences sociales? Rien. Est-ce que ça n'est pas l'expression peut-être de cette dérive un petit peu, dans les milieux sociologiques? Dérive. Qu'on ait pu accepter cette thèse, justement, la soutenance de cette thèse? Oui, mais bon, ça c'est pas une... Non, mais l'astrologie n'est pas vraiment un problème. Bon, le problème, c'est quand les gens se mettent à croire carrément à la magie, à la sorcellerie, à devenir chaman, à agiter
mettaient des feuilles au-dessus de la tête de leurs patients, tout en étant universitaires. Bon, là, ça commence à poser un problème. L'astrologie en pose un relativement mineur par rapport aux gens qui se lancent vraiment dans la mer. Parce que l'astrologie, elle est un peu aseptisée. On a dit tout à l'heure qu'elle avait évacué les dimensions magiques, elle a évoqué les dimensions personnelles, des pouvoirs. C'est moins folklorique, disons, l'astrologie. En apparence. Dernière question, est-ce que vous pensez, Jean-Marc Lepère, que actuellement, où en est-on des recherches dans le domaine de la métapsychie, de la parapsychologie? Est-ce que ça n'a pas acquis un statut scientifique ou universitaire? Parce que justement l'astrologie veut s'écarter de ça, mais est-ce que justement c'est pas une mauvaise stratégie? Est-ce qu'il n'y aurait pas au contraire justement intérêt à se justifier par l'existence de pouvoir pouvoir, je sais pas, mais bon, il y a quand même des phénomènes qui sont maintenant à peu près établis de manière certaine, donc comme la possibilité assez générale, de prévoir sur un ordinateur le résultat d'un tirage au hasard. Oui. On a maintenant des dizaines ou des centaines, enfin plusieurs dizaines en tout cas, de résultats de l'expérience qui sont tous concordants. Donc effectivement, il y a des phénomènes... des prémonitions. Il y a des phénomènes maintenant oui, qu'on peut appeler de prémonition. Ou alors les communications à des sous-marins, des choses comme ça, des télépathies aussi. Non, pas du tout. Là, il s'agit de prévoir un résultat tiré au hasard sur un ordinateur. Oui. Donc de se projeter dans l'avenir de cette manière, ou d'influencer l'ordinateur, j'en sais rien. Mais enfin, il y a un lien entre les deux, en tout cas, qui existe. Et qui n'est pas lié à des médiums, des personnes particulières, mais qui est un phénomène général. On prend quasiment n'importe qui, on fait des expériences, on leur dit deviner si ça va être A ou B qui sort. Et on a des résultats qui sont donc une part pas extrêmement importante, mais une part significative n'est pas due au hasard. Moi je crois personnellement, comme je disais tout à l'heure, que l'être humain a une vocation, une capacité à prévoir, une capacité à sentir les choses, et qu'en fin de compte, ces gens qui vont vers des spécialistes et des professionnels de ces domaines ne sont là peut-être qu'à pour apporter une sorte de palliatif et de correctif à des potentialités qui existent réellement. Peut-être, oui. Ouais, c'est possible. Donc il n'y a pas besoin de s'étonner de cela, en fin de compte. La seule chose, c'est de savoir si ces palliatifs ont une valeur, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que l'être humain, de lui-même, il a ses capacités. Je crois, oui. Donc finalement, la prévision serait plus évidente chez les non-astrologues que chez les astrologues. Et d'une certaine manière, je pense que parfois l'astrologie empêche de prévoir correctement. Je n'arrête pas de dire ça. Non, parce que parfois, celui qui est trop imbu de l'astrologie, eh bien finalement, il risque de ne plus être en contact avec ses propres énergies, en quelque sorte. J'en sais strictement rien. Elle peut faire obstacle. Eh bien, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Champigny, mon cher Jean-Marc Lepère. Je vous remercie, monsieur Albron. Voilà, donc tu vas passer sur TV Urania dans quelques jours. Chic. Voilà. Ça me paraît difficile, on ne peut pas vous faire partir avant 20h au minimum. Je peux regarder sur Internet. D'accord. Je peux l'avoir, le résultat. Eh ben alors, donnez-nous s'il te plaît. D'après notre amie polonaise, c'est Ségolène Royal. Ça apparaît Non, elle dit ça parce qu'elle a observé les comportements à la télévision. Elle a observé le comportement des socialistes à leur siège. Ils se comportent comme des gens qui ont gagné. Oui, c'est vrai, mais c'est une impression. Oui, mais c'est une impression qui peut être, qui n'est peut-être pas idiote. C'est pas une certitude. C'est pas une certitude. Il y a des indices. Non, il n'a pas tout à fait. Mais les fois possibles. Non, mais ces gens-là, vous avez des gens qui, tous les gens, vous avez des gens maintenant, ils savent. Donc on sait qu'ils savent. Maintenant, quand quelqu'un sait, il se trahit. Comment il peut le savoir? Mais parce que ces sondages, ils sont déjà connus, mais ils ne sont pas transmissibles.
Mais ils les connaissent, mais ils ne les transmettent pas. Mais tous les gens de la classe politique et médiatique les connaissent, mais ils n'ont pas le droit de les communiquer. Mais quelque part, rien qu'en prenant la parole, rien qu'en privilégiant certains événements, ça, ils font passer le message indirectement. À mon avis, elle doit gagner de 51 à 49, un truc comme ça. Cela dit, il est possible que ça soit tellement disputé qu'ils ne puissent pas encore départager. Parce que ce ne sont que des estimations, puisque les bureaux ne font que fermer à 20h. Donc si c'est à quelques centaines de milliers de voix, ils pourront répondre qu'ils ne savent pas. Vous avez faim? Oh, pas encore. Non, non. Ça, c'est le premier service. Ah, c'est le premier service? Est-ce que tu peux me dire où c'est que le pain est? Dans le jardin. Annie. Bien, bien. Moi, je suis allé pisser dans le jardin. C'est dommage que vous ne pouvez pas. Mais je remercie Jacques qui m'a dirigé vers vous afin que vous me fassiez déguster ce repas qui est délicieux. Et j'ai vu Ça valait le détour. Johnny Hallyday qui est parti avec une expression qui... Ah, alors comme Johnny Hallyday est un grand partisan de Sarkozy, c'est également un signe. Moi, je vous crois, Barbara. Hein, je crois que vous avez perçu la chose. Trouver Florent Gautreau, alors que c'est Dominique Strauss-Kahn qui est en train d'arriver sur notre plateau, qui sera également avec nous à 20h pile. Tout à l'heure, on voyait Florent Gautreau au milieu de cette foule UMP.